Faut-il accorder un peu de crédit à la saga politico-juridico-parlementaire en cours dans notre pays, en pleine crise du Covid-19? Sous d'autres cieux, on réfléchit sur comment vaincre la pandémie et relancer l'économie. Mais chez nous, c'est un package des dossiers politico-judiciaires qui nous parvient. Kamere Mukuna à la prison centrale de Makala. Ibrahim Kabila, ce sulfureux personnage qui s'est fait passer pour fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui refait surface, ou encore Jean-Marc Kabound, qui est sur une pente expulsable à l'Assemblée nationale, qui tente de détourner l'attention de l'opinion sur des questions essentielles. Sommes-nous en face d'une quelconque diversion alors qu'au Kivu, on continue à tuer? Bonsoir à tous, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes dans Non à la balkanisation de la RDC. Ce programme que vous suivez avec délectation sur plusieurs chaînes YouTube. Merci beaucoup de vos suggestions, vos remarques qui nous parviennent régulièrement, qui nous permettent en effet d'améliorer déjà ce que nous faisons. Nous saluons particulièrement les internautes des USA, d'Angleterre, du Canada, de France et ceux d'Afrique qui nous suivent, qui nous appellent, qui nous écrivent via WhatsApp et qui commentent cette émission. Nous sommes très contents des avis qui nous parviennent. Le casting d'aujourd'hui est très renouvelé, vous allez le constater. Maître Steve Kivuata qui revient pour la deuxième ou la troisième fois, bienvenue. Merci beaucoup. Pius Romé-Roland qui revient également, c'est un honneur de vous avoir. Merci. Maître Adolphe Amissi, cadre de l'UDPS, merci également, c'est votre première participation. Comment allez-vous? C'est moi qui vous remercie par rapport à votre invitation. Ce qui est important avant l'entredigé, il faut qu'on votre micro, vous pouvez le... Il faut qu'on rappelle à notre peuple que la maladie de Covid-19, c'est une réalité. Il faut toujours s'en tenir pour respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières qui ont été données par les experts de la santé. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de ces masques. Du masque que vous portez. C'est un peu de rappeler qu'on n'oublie pas ce qui a été dit par les experts de la santé. Ah, c'est très important, nos micros, nos matériels ont été désinfectés avant l'émission. Ils seront également désinfectés juste après. Vous allez passer le micro à Ardan Kabambi, cadre du PPRD qui vient faire sa première émission. Chers frères, on va dire que c'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre. Tu sais, toutes les fois quand je reçois tes appels, je me dis, même si j'ai un autre rendez-vous, en principe, je dois abandonner ce rendez-vous et répondre à ton appel. C'est un honneur, un grand privilège ce jour de partager l'actualité en République démocratique du Congo, tout autour de nos co-débatteurs qui sont avec moi ici, Steve, Pius et puis notre ami Adolphe Amissi. C'est un immense plaisir. Merci bien. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui supervise la production, la réalisation de cette émission. Nous, on est ensemble pendant environ 1h30 pour revenir sur l'ensemble des sujets qui défraient la chronique. Maître Kivuata, vous prenez la parole en premier. Vous êtes cadre de la MOCA, porte-parole d'Adolphe Muzito. On sait qu'il est bloqué en Belgique. Martin Fayulu, bloqué aux États-Unis. La MOCA avait battu campagne pour restaurer l'état des droits, surtout l'autorité de l'État, dans l'est du pays en proie à des crises cycliques d'insécurité. Aujourd'hui, au moment où nous tournons cette émission, en Ituri, dans le Kivu, au Katanga, l'insécurité va son plein. Et curieusement, on ne vous entend pas. Non, mais peut-être que vous ne nous suivez pas, parce que le président élu Martin Fayulu, à partir des États-Unis, ne cesse d'interpeller effectivement contre ce que lui il appelle un projet sournois de balkanisation de notre pays. Et lui, il estime toujours que l'insécurité à l'Est fait partie de tout un plan alimenté par des officines au niveau international et matérialisé par certains États voisins et qui sous-traitent cette insécurité par certaines rébellions, que ce soit extérieures, que ce soit internes à notre pays. Nous fustigeons cela. D'ailleurs, la dernière émission, quand on l'a tournée, j'ai reçu des appels où les gens m'ont posé la question, mais comment est-ce que dans une émission où on a vu pratiquement 2 affiches de Extend avec le concept non à la balkanisation, mais vous parliez de tout sauf de l'insécurité à l'Est avec cette incursion présumée des armées étrangères. Effectivement, on a beaucoup interpellé nous-mêmes.
Effectivement. Donc nous pensons que ce combat-là, nous continuons à le mener. Et d'ailleurs, nous critiquons ces régimes illégitimes qui n'arrivent pas effectivement à faire face à certains chefs d'État voisins qui sont en train de sous-traiter cette insécurité au niveau de l'Est du pays. Nous le savons, c'est pour permettre effectivement aux multinationales de faire main basse à certaines ressources naturelles stratégiques. Donc c'est un combat que nous continuons à mener. Vous soupçonnez le nouveau régime d'être des mèches avec... Non, le nouveau régime est passif. Je pense qu'il n'arrive pas à tenir un langage franc envers les États voisins. Vous savez, dernièrement, même le président élu l'a dit que la sécurité à l'Est passe par un dialogue franc, une discussion franche avec des États voisins. Nous savons que toute cette insécurité est plus ou moins appuyée par les États voisins. Adolphe Mouzito disait qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons être prêts. Il avait même menacé que l'on attaque le Rwanda. Effectivement. Même s'il était revenu sur sa déclaration. Non, c'était une figure de style pour dire tout simplement que pour qu'on ait une véritable sécurité à l'Est, on doit être prêt à même faire la guerre aux États voisins par qui passe cette insécurité. Donc, c'était ça le sens de son langage. La Mouka est toujours très regardant sur le problème de l'insécurité. Rappelez-vous que en décembre, je vais finir par là, en décembre 2019, nous sommes allés fêter avec nos compatriotes de Beni, avec toute l'insécurité qu'il y avait. Nous avions pris des avions. Il y a des gens qui nous disaient, vous venez de tenir un langage dur envers des États voisins, il ne faut pas aller à l'Est. Nous y sommes allés et nous sommes revenus à Kinshasa. Et d'ailleurs, nous avons appris que vous avez échappé à une tentative d'enlèvement, Maître Kivuata. Effectivement, personnellement, oui. Effectivement, parce que nous essayons d'enquêter quand même sur ce qui se passe dans notre pays. Puis, Romain Roland, à un moment donné, on a fait croire à l'opinion que l'insécurité était alimentée par Kabila, qui faisait partie, effectivement, de ce plan de balkanisation. Est-ce qu'on peut comprendre que plus d'une année après, l'on continue à tuer, à massacrer, à violer des gens dans l'Est du pays alors que le pouvoir a basculé? Jean-Pierre, laissez-moi vous dire que la question de l'Est, c'est une question très très épineuse. Et même le pouvoir actuel, je parle de la présidence de la République beaucoup plus, et certains députés de l'UDPS qui accusaient jadis que c'est Joseph Kabila qui est le comploteur de tout ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, mais ça continue. Ce n'est pas seulement l'Est, quand on parle de l'Est, c'est le Kivu. Et maintenant, c'est Ituri qui est en ébullition. Le Katanga. Ceux qui sèment les désordres et l'insécurité sont bien connus. Ce sont les militants de l'UDPS. Qui sont allés l'autre fois, je vous avais dit que je vous donnerai... Il faut éviter les accusations gratuites. Non. Jean-Pierre, je fais toujours un effort de ne pas tomber dans les allégations, dans la diffamation. J'ai été au Katanga. J'y étais. J'étais envoyé les vidéos. Ils ont érigé un service de collecte des fonds fiscaux. Vers Kasumbalesa. Vers Kasumbalesa, ils ont érigé. Ils ont dit, c'est notre pouvoir. Mais on dit à un moment donné, les 100% des Katumbi avaient fait la même chose. Mais c'est la barbarie. On ne peut pas accepter, puisque vous avez dit, nous allons corriger ce qui a été fait. Au lieu de corriger, vous êtes tombé dans le même piège. Alors, on se demande qu'est-ce que c'est fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'ai toujours soutenu, les États-Unis ont érigé un mur contre le Mexique. La Chine a érigé un mur contre le Tibet. Le mur avec le Mexique, en fait, c'est un projet. Hein? On n'y est pas encore arrivé. Non. Même si c'est un projet, mais ça s'érige. Voilà. Mais nous, c'est connu. Maître Steve vient de le dire. C'est une guerre par procuration. Au fait, je parle des bandits que j'ai toujours appelés les bandits occidentaux, impérialistes. Les groupes de Bill Clinton, le groupe d'Arkansas, qui voulaient mettre la main sur nos minéraux. Ils sont passés par le Rwanda interposé, l'Ouganda et le Burundi. Heureusement, le Burundi s'est retiré de ce complot. Il ne reste que le Rwanda qui est beaucoup plus actif et l'Ouganda. Est-ce qu'on pourrait dire que le complot s'est accéléré depuis le départ de Kabila au pouvoir ou, comme disait Steve Kivuata, il y a une certaine passivité avec le nouveau régime? Bon, il y a passivité, oui,
Mais il faut dire aussi que c'est une guerre par procuration. Le maître se trouve ailleurs. Et ils veulent à tout prix. Et d'ailleurs, les affiches qui parlent de la non-balkanisation, c'est ça ce qui devrait nous préoccuper beaucoup plus. Puisque le plan est là. Et quelque part, j'avais embrasé la thèse de Mouzito qu'il faut faire la guerre à ces gens-là, puisque Mouzé l'avait dit. La guerre va rentrer là où elle était venue. Pour être en sécurité, nous devrons mener la guerre. Est-ce que avons-nous le moyen? Nous avons entendu les discours mensongers. Nous allons ériger le quartier général à Beni. Et puis aujourd'hui, le quartier général... Pourquoi vous dites que c'est un discours mensonger? Mais le quartier général est à la cité de l'OIA. Le quartier général est encelé. Et notre quartier général est à la prison centrale de Makala. Mais entre-temps, on tue là-bas. La prison centrale? Mais les partenaires du chef de l'État. C'est lui qui avait dit nous allons ériger le quartier général à Béni-Boutou. En fait, le discours politique, c'est pour dire... parce que vous avez épuisé votre temps. C'est pour dire aux amis qu'on ne s'en tienne pas tellement aux promesses électoralistes. Hein? Voyons les faits. On ne gère pas la République selon la cuisine. Comme les autres croyaient que la République se gère comme une casserole de manioc. Dès qu'on arrive là-bas, allez, on va comme c'est notre tour de nous... Non, la République se gère avec parcimonie, avec les lois et des responsabilités, pas avec des tas d'âmes. Vous avez épuisé vos 4 minutes, Maître Adolphe Amissi. Je rappelle en passant que vous êtes cadre de l'UDPS, vous allez prendre la parole. Et puis vous taquinez un tout petit peu tout à l'heure sur des promesses faites pendant la campagne et même après la campagne, parce que pendant la campagne, le président Tshisekedi, alors candidat, disait qu'il allait ériger le quartier général au Kivu. Une fois élu, il resterait au Kivu jusqu'à ce que l'insécurité finisse. Lors d'un de ses passages à Bukavu, il a dit qu'il était prêt à donner même de sa vie pour que la paix revienne. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que l'on continue à tuer, à piller, à massacrer sous l'indifférence totale du pouvoir de Kinshasa? Merci beaucoup. Remontez un peu votre micro. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes entourés par les compatriotes qui sont des Congolais. Et quand on analyse une telle question, il faut être franc avec soi-même. La promesse du chef de l'État, pour ce qui concerne l'installation de l'État-major général au niveau de l'Est, je crois que ça a été effectif. Parce que le président de la République, étant le commandant suprême des forces armées, il a ordonné à l'état-major général, qui est conduit par le général Mbala, de pouvoir assiéger, n'est-ce pas, l'Est par l'entremise de Béni, pour essayer un peu de rééduquer les espoirs tout en chassant les forces natives qui sont les FDLR et consorts. Mais ça n'a pas suffi. Et les résultats, je crois que les résultats étaient au rendez-vous de tous. Quand nous avons su les noms de Chintamboa et consorts, nous avons récupéré les Madina. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup d'endroits qui ont été repris par... Mais est-ce qu'il y a eu un relâchement de la République? Il n'y a pas eu un relâchement. Je crois, en suivant mon co-débatteur Kivuata, il a dit, souvent ça revenait sur sa bouche, la sous-traitance. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement la sous-traitance au niveau de l'Est, même au niveau de la classe politique, il y a la sous-traitance. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Attends. Et qui sont des Lamouka. C'est une sous-traitance, n'est-ce pas, de ces multinationales. Parce que comme l'histoire nous renseigne, il y a eu cette rencontre au niveau de Genève, où tout le monde, tous les leaders politiques étaient présents. Il fallait décider. Nous avons vu l'ordre donné par M. Soros, qui a été réfuté par la volonté du peuple congolais pour retirer les dignes fils de la République, je cite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oh là là, j'ai été calme. Vous avez la parole. Je vous sécurise, croyez-moi. Nous avons aussi à prendre l'alternative crédible de l'alternance, comme nous l'appelons. Le président de leur président, qui est Félix Tshisekedi. Et la suite a été... le président de leur président. Oui, le président de leur président. La suite, c'était... le président Vital Kamerhe. Mais il ne suffit pas en effet d'être président, encore faut-il qu'on remplisse ses devoirs. Puis évoqué tout à l'heure l'insécurité qui bat son plein au Katanga.
sans parler des Luturi ou des milices Codeco et ainsi de suite, sème la terreur. Est-ce qu'on est président de Kinshasa ou de la RDC? J'étais dans ma logique. Il fallait me laisser, sinon vous allez me perdre Allez-y, le fil. allez-y. Le micro. Je devrais arriver sur ce qui a été narré par mon ami ici en face pour dire que ce sont les combattants de l'UDPS qui sèment la terreur. Je dois lui rappeler que... Au Katanga, il faut préciser. Au Katanga. Je dois lui rappeler que l'UDPS, ce n'est pas une jungle. L'UDPS, c'est le seul patrimoine, c'est le seul digne parti politique en République démocratique du Congo où il y a quand même la hiérarchie qui respecte, n'est-ce pas, l'échelon. Est-ce qu'ils ont Et je dois lui rappeler. érigé une barrière à Kasumbalesa ou pas? Parce que nous avons les images que nous balancerons dans cette C'est une fausse émission. information. Quand on a mis la main sur ces inciviques, qui portaient d'ailleurs les shorts en effigie du chef, et quand on leur avait demandé, je crois qu'ils avaient donné une réponse outre par rapport à ce qui est... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont dit quoi? Ce sont les louchois, ils doivent bénéficier quand même des recettes de leur province. Et quand la hiérarchie de l'UDPS a été informée, je crois qu'on a toute responsabilité. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Attends. On n'est pas dans une jungle, maître Adolphe Amissi. Du fait qu'on n'est pas dans une jungle, c'est ça qui justifie d'ailleurs le fait que les services puissent mettre la main sur ces inciviques. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Et quand on évoque les problématiques de l'Est, je suis de là. Et tout ce qui se... Ce sont mes frères qui sont tués. C'est avec rationalité, avec amour que je dois aborder cette question. Nous devons dire que la République, c'est pour tous les Congolais. Mais nous avons quand même des gens, selon leur mission, par rapport aux tâches qui sont les leurs. Nous pensons qu'en République démocratique du Congo, nous avons une armée. Nous avons une police et nous avons les services de l'intelligence qui doivent se soutenir justement pour mettre fin à tout ce qui se passe chez nous. Mais malheureusement, la sous-traitance n'est pas seulement dans les groupes armés. Même les politiciens qui nous font de bruit, parfois sur ce plateau, nous pouvons avoir quelqu'un qui parfois est en connivence avec ces forces obscures. Mais on justement, pour justifier, n'est-ce pas, pour justifier... ce qui se passe? Non, pas ce qui se passe. Ils veulent justifier que l'incapacité du pouvoir n'est pas à mesure, mais d'un autre côté, ils sont en train d'allumer le fait. Mais ici... Mais on sait, maître Amissi, la force arrête la force. Vous avez la signature, vous avez les attributs du pouvoir. Donc c'est à vous de rétablir l'autorité, restaurer l'autorité de l'État. Mais je dois vous rappeler, cher ami, nous devons faire la marche en arrière, justement pour comprendre, avant le départ de Kabila, combien de kilomètres de la République démocratique du Congo étaient entre les mains, n'est-ce pas, de ces civiques. Mais aujourd'hui, faisons aussi des calculs pour comprendre, l'armée a récupéré combien de kilomètres pour que nous puissions, n'est-ce pas, se dire nous sommes au point, oui ou non. Mais moi je pense, avec la volonté manifeste de ces dignes fils de la République qui sont dans l'armée, qui fournissent des efforts justement pour mettre en déroute et en finir définitivement avec ce qui se passe à l'Est, je crois que nous sommes dans une très bonne chaîne. Vous avez dans une très bonne route. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Ardan Kabambi va prendre la parole. Ardan, on sait, dans ce pays, pendant longtemps, on a accusé, peut-être à tort ou à raison, Joseph Kabila, d'être derrière cette machination. Maître Amissi explique qu'il y a un certain nombre de kilomètres carrés du pays qui étaient entre les mains des rebelles ou des miliciens qu'on a pu reprendre, même si nous savons qu'il y a des mouvements rebelles qui se créent encore. On tue plus qu'il y a des jours. Ardan, est-ce que le plan de la balkanisation du pays c'est précise, c'est confirme? Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir à Kinshasa somnole un tout petit peu? Bien, merci pour cette question, Jean-Pierre. J'aimerais tout d'abord dire que notre sécurité intérieure est mise en danger. Deuxièmement, puisque l'humanité est en train de brûler aujourd'hui, notre sécurité sanitaire en même. Je pense très clairement que Joseph Kabila, qui a travaillé ardemment pour que ce plan de balkanisation ne puisse pas être effectif, à l'époque où il était encore président de la République, il a milité longtemps, il a travaillé longtemps pour faire échec à ce plan de balkanisation. Mais concrètement, il me semble que nous avons tourné le dos à l'est de la République parce que
ce qui se passe, ce qui se vit. Vous dites qu'on a tourné le dos. On a tourné le dos. Pourquoi je le dis sincèrement? Parce que le Congolais lambda, quinois que nous sommes beaucoup plus figés sur des choses inutiles, des choses qui divisent et qui séparent les Congolais. Très clairement. L'Est de la République prend feu. Ce sont nos compatriotes qui meurent. Ce sont des enfants qui sont orphelins. Ce sont des femmes qui restent veuves. Quelle est cette promesse faite par le président de la République? Cette promesse de la campagne, à l'époque, la campagne, que ce soit présidentielle ou électorale, toutes les promesses fermes qui ont été faites, aujourd'hui, on sent que le sang ne fait que couler. Et d'ailleurs, la Lucha a lancé une campagne pour revenir sur des promesses qualifiées des mensongères. Je pense que tous à l'unisson, que ce soit moi, que ce soit Pius, que ce soit mon frère qui voit, que ce soit Missy, personne ne voudra ici voir une partie de son territoire être cédée. Donc nous militons tous, nous lançons ce cri d'alarme tous les jours pour combattre ce plan de balkanisation. Et ces personnes qui travaillent, qui sont de mèche avec les Occidentaux qui veulent mettre à sang la République démocratique du Congo, je pense que ces personnes doivent comprendre que la nécessité ici, c'est d'abord la sécurité intérieure de notre pays. Nous n'avons pas intérêt de voir notre territoire, de voir l'Est de la République être cédé. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement y travaille pour... Par moments, je me dis que ce gouvernement nous prend pour des plous, pour des campagnards, alors que nous sommes très regardants, nous sommes très éveillés, surtout en ce qui concerne la gestion de notre pays. Voyez-vous ce qui se passe à ce jour, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'Est de notre pays, j'allais dire, excusez-moi, c'est que le Congolais lambda se réveille un matin, l'on apprend qu'une frontière est érigée à Kasumbalesa. C'est anormal. Le pouvoir de Kabila, de Joseph Kabila, nous n'en avons jamais vu. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi. J'ai fait mes études universitaires à Lubumbashi. Je n'ai jamais vu une seule partie, que ce soit du Grand Katanga, que ce soit du Kasaï, être aujourd'hui pris en otage par un groupe d'individus. Aujourd'hui, qui sont même peut-être considérés comme, l'a dit Pius ici, des combattants. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils combattent au juste. C'est quoi leur combat finalement? Expliquer que c'est des Katangais qui s'estiment victimes de l'injustice sociale. Non. Je pense qu'il faudrait ôter cet esprit parce que c'est ce qui divise. C'est ce qui divise notre classe politique, c'est ce qui divise les Congolais. Des mots qui rongent la République, c'est des mots du genre le tribalisme. Lorsqu'on cite tel peuple, tel autre peuple. Ici, nous sommes face à notre sécurité nationale. Nous voyons très bien que ce sont des jeunes gens qui se mettent le long de la route, qui érigent une barrière et qui exigent même à ce que l'on puisse payer certaines taxes à ces mêmes personnes. C'est inadmissible. Nous n'en avons jamais vécu dans notre pays. Et donc ici, j'interpelle le gouvernement qui a la responsabilité tout entière de gérer des personnes ainsi que de leurs biens, de sécuriser notre territoire. Car nous n'avons pas besoin de voir même un seul territoire de notre pays être cédé par les Rwandais. Parce que, nous le savons très bien, ceux qui nous font la guerre, ce sont eux. Mais d'où est venue l'idée qu'un groupe de jeunes se revendiquant d'un parti politique quelconque, parti au pouvoir fut-il, érige une barrière sous l'indifférence totale à la fois des autorités au niveau local et au niveau national? Sommes-nous dans une sorte de la cour du roi Pito, dans une jungle où parfois on peut tout se permettre? C'est des questions importantes qu'il faut se poser parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement ce qu'on fait à Kinshasa, mais la sécurité des personnes et leurs biens à l'intérieur du pays, ça c'est très important. Cette thématique, messieurs, vous êtes à 4, on va avancer progressivement en demandant aux internautes de continuer à réagir sur ces programmes que nous diffusons, notamment sur la chaîne Non à la balkanisation de la RDC. Ardent Kabambi garde la parole. Parce que pendant que nous parlons du Covid, nous parlons de cette insécurité qui gagne du terrain dans la partie est du pays. À Kinshasa, c'est d'autres sujets. Ailleurs, quand vous voyez dans d'autres pays, le débat, c'est autour de comment vaincre la pandémie, comment relancer l'économie. Mais chez nous, c'est plutôt des procès.
Et tout récemment, on a vu un certain Ibrahim Kabila, il se revendique fils de l'ancien président, M. Laurent Désiré Kabila, père biologique de Joseph Kabila, passer à la télévision, réclamer ou revendiquer sa paternité. Ardent, est-ce que vous l'avez suivi? On sait qu'il a été interpellé brièvement avant d'être relaxé. Il a des revendications. Est-ce à la télé qu'il faut le faire? Et après sa libération, il remercie personnellement le président Tshisekedi d'avoir ordonné qu'il soit libéré. Est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer? Nous sommes bantous, je tiens à rappeler ici, bantous que nous sommes, nous avons intérêt de respecter et d'honorer nos morts. Fort malheureusement, il existe encore des Congolais qui veulent cracher sur la mémoire de ceux qui ont servi le pays, ceux qui ont tout donné pour cette nation. Curieusement, j'ai vu et j'ai entendu un monsieur qui se réveillait un matin, soi-disant qu'il est aussi fils de Mouzé. Je voulais sincèrement dire à ce monsieur, il aura le temps de me suivre, puisqu'il réclame la paternité, et puisqu'il dit très clairement qu'il détient en lui certaines vérités, je voulais ici qu'il sache que lorsque vous détenez des vérités, il existe 3 niveaux. Il y a ceux, je voulais dire, les premières personnes, ce sont les personnes qui veulent faire croire à l'opinion qu'ils détiennent cette vérité. Mais il y a aussi ces personnes qui détiennent des vérités que vous n'avez peut-être pas. Mais troisièmement, il existe aussi des personnes qui font croire à l'opinion que c'est seulement eux qui ont le monopole de la vérité. Qui dit réellement, lorsqu'il arrive à dire à la télévision que Mouzé Laurent Désiré Kabila est son père et que lui est fils de Mouzé, nous connaissons très bien aujourd'hui qu'il existe la filiation. Je ne sais pas ici parce que j'ai même dit à des amis que ça ne servait à rien. Est-ce qu'il n'a pas le droit de réclamer ou revendiquer? Lorsqu'on veut réclamer des biens, lorsqu'on veut tout dire, je ne pense pas que c'est au niveau des médias qu'il faille traiter un problème familial. Et s'il n'a pas été entendu? Selon lui, il dit qu'il n'a pas été entendu par ses propres frères. Je connais une de sœurs du président Joseph Kabila, Dada Jeanne Mafik. Cette dame est issue d'une autre mère. Je n'ai jamais, moi, entendu cette dame passer à la télévision dire qu'elle est fille d'une autre mère. On dit que c'est la fille aînée de M. Laurent Désiré Kabila. Mais écoutez, est-ce qu'elle doit le dire à la télévision? Est-ce qu'elle doit venir revendiquer parce qu'elle est fille de Mouzé? Je crois qu'on crache sur la personne de Mouzé. Mouzé, où il se repose, a intérêt d'être honoré. Mouzé a intérêt aujourd'hui que les générations futures puissent parler de son combat et non des choses qui divisent sa famille. Est-ce qu'Ibrahim était un usurpateur selon vous? Je le dis clairement que Ibrahim est un escroc et c'est un usurpateur. Un escroc. Je le dis clairement, puisque nous qui avons grandi à Lubumbashi, nous avons connu Ibrahim. Nous qui avons grandi à Lubumbashi, nous avons connu Emmanuel. C'est fut des garçons qui escroquaient de l'argent à Lubumbashi. Attendez, s'il vous plaît, vous avez connu Ibrahim, enfant. Là, vous êtes à la télévision, c'est très important ce que vous vous apprêtez à dire. Nous, on ne voudrait pas tomber dans des affirmations gratuites. Vous l'avez connu? Je le dis ici, s'il me regarde, je suis ardent. J'ai grandi à Lubumbashi. Monsieur Ibrahim fut chauffeur à l'époque d'un membre de la famille de Mouzé, qui s'est familiarisé avec la famille de Mouzé. Chauffeur. Et aujourd'hui, c'est ce garçon qui sort dans les médias, qui se réclame un des fils de Mouzé. Nous connaissons les enfants de Mouzé. Les enfants de Mouzé ont un accent anglophone. Vous les sentez parler swahili. C'est quel français que nous avons, c'est quel lingala que nous avons suivi de ce monsieur à la télévision? Merci Ada. C'est anormal. Je pense que le Congolais lambda doit ouvrir l'œil et le bon. Ne pas se laisser faire par des escrocs. Je qualifie ce monsieur d'un escroc qui veut tout simplement se faire un nom
alors que nous ne le connaissons pas à Kinshasa. veulent Mais nous profiter de la autres, nous l'avons situation connu à actuelle. Lubumbashi. Et donc, très clairement, le fait pour lui de remercier le président de la République, c'est parce que, je voulais même dire à ce monsieur, il est allé voir à l'époque l'ancien chef de la maison civile, Mugabe, même signé quelque part qui n'a jamais été enfant de Musée. Il dit qu'il a été contraint. Il a dit qu'il a été contraint. Mais écoutez, je pense que nous sommes en train de faire de l'amalgame. Ce monsieur, ou soit ses frères et ses sœurs qui se réclament enfants de Musée, s'ils se réclament effectivement enfants de Musée, qu'ils aillent très clairement rencontrer Joseph Kabila, qu'ils aillent très clairement rencontrer Dada Jeannette, ainsi que les autres enfants de Musée, qui n'ont peut-être pas intérêt aujourd'hui de se faire voir ou de se faire connaître Mais il comme enfants de réclame un test Musée. ADN parce que la parole doit tourner ardent. Oui, le test ADN, s'il le réclame, c'est de son droit. Mais pourquoi réclamerait-il le test ADN aujourd'hui, 19 ans, s'il vous plaît, après la mort de Musée? Merci. C'est une grande question que nous devons tous se poser. Steve Kivuatavo, vous allez prendre la parole. Moi, je voudrais une analyse juridique de votre part sur cette question parce que avant l'émission, vous me disiez que vous avez personnellement suivi la prestation médiatique de Ibrahim Kabila, interpellé juste après Boussoulou politique. En passant, nous saluons notre confrère Israël Mutombo qui fait du bon travail. Quelle lecture vous faites, vous, de cette affaire? Bon, d'abord, je suis très mal à l'aise de mener un débat qui est en principe d'ordre privé, qui n'est pas un débat d'État. En fait, ça n'intéresse pas l'opinion publique, mais comme ça fait actualité, on en parle. Bon, effectivement, là, j'enlève ma casquette de politique parce que moi, j'ai comme l'impression que tous ces débats cherchent à occulter le vrai problème du pays. Parce que vous parliez de la lutte contre Covid-19. Dr Muyembe avait mis sur la table un plan de riposte qui devait être financé à l'auteur de 135 millions de dollars. Nous savons que plus de 2 mois, on a pris plusieurs mesures, mais sans pour autant réellement riposter contre Covid-19, faute de moyens. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu le budget de... L'État n'a donné que 3 millions jusque-là. Ouais, l'État avait donné 3 millions, mais je crois que ça a évolué parce que dans les 364 millions de dollars que le FMI avait donné comme appui à la balance de paiement, l'État l'avait désorienté comme appui budgétaire. Et je crois que le ministre des Finances avait dit qu'il a enlevé 120 millions de dollars de ces fonds venant du FMI et 10 millions de dollars du Trésor public pour financer le plan de riposte. Malheureusement, on n'en parle pas. Voilà le vrai débat. Parce que Dr Muyembe, en obtenant les 135 millions de dollars, on doit attendre de lui une amélioration en termes de dépistage de malades atteints du Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'amélioration? Est-ce qu'il a déjà commandé le matériel? On n'en sait rien. C'est pratiquement 39% du budget qui est consacré au fait de l'amélioration de la logistique de la cellule de riposte. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que moi, je me considérais qu'on ne pouvait pas confiner Gombe sans améliorer la capacité de dépistage de malades atteints du Covid-19. On ne pouvait pas confiner Gombe sans améliorer effectivement la prise en charge de malades parce que la plupart des hôpitaux qui devaient obtenir le financement de la part de l'État n'obtenaient rien. Et les infirmiers qui s'occupaient de malades, leurs primes n'arrivaient pas. Donc, il y a ces genres de débats qui sont en réalité des débats d'État, mais nous nous perdons dans des débats d'ordre privé qui auraient pu se limiter au niveau des tribunaux de paix, qui ne sont d'ailleurs pas confinés. Parce que l'actualité nous l'impose, on en parle quand même, même si vous relevez des questions très importantes sur la gestion catastrophique du Covid. Voilà, parce que, au fait, déjà le débat de la lutte contre Covid-19, on ne l'amène pas, ou soit on l'amène mal, mais pourtant dans tout le pays du monde, maintenant on parle du débat sur la relance économique. On est encore très loin effectivement de ces débats d'État. Comment relancer économiquement l'économie de notre pays pendant qu'il y a des activités économiques qui sont fermées du fait de l'État? Par exemple les terrasses. Nous ne nous imaginons pas l'apport, par exemple, de brassicole sur l'économie congolaise. Ce n'est pas pour autant que j'appuie des barres, mais nous savons que les brassicoles jouent un rôle important. Ces débats-là, on doit le mener. Tous ceux qui travaillent dans des entreprises
privés qui ne fonctionnent pas, comment est-ce qu'ils sont payés actuellement? Voilà des débats d'État. Mais par exemple, le débat d'Ibrahim, c'est un débat d'ordre privé. Parce que nous savons que le principe est que les enfants doivent naître dans le mariage ou hors mariage, doivent être reconnus du vivant de leur père. Il me semble, moi je n'entre pas dans les débats de nationalité Joseph Kabila, je le vis tout près de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Que les autres enfants puissent apparaître aujourd'hui, ils doivent juste nous prouver qu'ils ont été reconnus du vivant de l'ancien président. Ou soit s'ils ne l'ont jamais été, et qu'ils puissent entamer des démarches. Et ils n'ont pas besoin de passer à la télé pour qu'on en fasse un débat d'État. Il dit qu'il a rencontré son père quand il n'avait que 7 ans. Ben oui. Et vous relevez tout à l'heure, avant l'émission, une contradiction dans ses propres déclarations. Effectivement. Bon, personnellement, je ne l'ai pas senti convaincant, personnellement. Quoi. Il n'a pas convaincu? Il n'a pas convaincu. Peut-être qu'il n'a pas l'art de convaincre. Parce que il dit... que son père est mort, Mouzé, quand il avait 13 ans, mais il ne l'a rencontré que quand il avait, lui, 7 ans. Maintenant, dans l'entretemps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne les rencontrait jamais? Et en même temps, il dit qu'il est né en 1982. Voilà. Il a brandi son passeport. Il y a un document qui dit qu'il est né en 1982. On dit à cette année-là, Mouzé serait en Chine. Non, d'abord en 2001, donc quand Mouzé meurt, il ne pouvait pas avoir 13 ans. Donc si vous êtes né en 82, vous avez 19 ans en 2001. Donc personnellement, je ne l'ai pas senti convaincant parce qu'il n'a pas amené les éléments qui pouvait ne fût-ce que nous convaincre que c'était le fils de Mouzé avant qu'on aille ailleurs. Je n'entre pas dans ces débats qui est privé. Là, je parle comme avocat. Je pense qu'il pouvait amener ne fût-ce qu'une photo ou soit un acte pour montrer qu'il est réellement le fils de son père. Un acte de naissance. Une attestation de naissance, un acte de naissance ou une attestation de naissance ou un jugement supplétif. Rien de cela n'a été apporté. Moi, je prends ça pour la distraction. Le débat s'exporte sur le terrain médiatique, Maître Kiwata. Non, au fait, moi je crois, il avait dit quelque chose d'important, qu'il est plus passé à la télé pour dénoncer certaines personnes qui s'est présentées comme étant membres de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Là, c'était valable. Parce qu'effectivement, moi, je ne peux pas accepter que certaines personnes se présentent étant comme membres de ma famille et puissent porter plainte contre une autre personne sur cette base-là sans que je puisse protester. Mais du moins... Tout en sachant que lui-même n'a peut-être pas été reconnu. Voilà, lui-même, il a eu du mal d'abord à démontrer qu'il avait d'abord cette qualité. Il n'a emmené aucun élément. Je pense que le journaliste lui a fait remarquer qu'il n'a pas démontré que il était réellement le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais son action était légitime de passer par le média, de dénoncer certaines personnes qui allaient usurper la qualité d'être membre de la famille. Est-ce que c'est une machination? Parce que la parole doit tourner, Maître Amissi, piaf d'impatience, Maître Kiwata. Est-ce qu'on est en face d'une machination, d'un escroc comme le désignait tout à l'heure Adam Kabambi? Non, moi je pense que c'est peut-être une distraction made in coalition FCC Cash. En réalité, ils n'arrivent pas, les membres de cette coalition, à résoudre le vrai problème du peuple. Ils nous soumettent à une théâtralisation où, finalement, le vrai problème, on ne le pose pas. Nous avons effectivement en face de nous une coalition qui a travaillé pendant plus d'une année avec un programme d'une vacuité extrême, parsemé par de scandales de corruption. Vous savez que dernièrement, je venais de lire une décision mettant en place le fameux comité de suivi du programme de 100 jours. Eh bien, quand vous lisez ces programmes, qui a remplacé tout un gouvernement en place, mais c'est même d'une vacuité, d'une confusion structurelle. Vous avez à la tête une supervision avec 9 personnes, suivi d'une coordination avec, je ne sais pas, plus de 25 personnes, composées de ministres, de membres du cabinet, des députés provinciaux, des députés nationaux. C'est ça, effectivement, un débat d'État. On ne peut pas permettre
à une telle coalition de gérer le pays, comme nous on le disait quand on était enfant, hein, comme si leur permettre effectivement de gérer le pays de cette manière. Merci. Voilà le vrai débat d'État. Normalement, le débat sur Ibrahim Kabila, ça me dérange beaucoup. C'est un débat d'ordre privé. Il faut considérer que nous, ça nous dérange autant parce que nous considérons que c'est pas ce qui intéresse l'opinion publique maintenant, c'est pas ce qui intéresse le peuple congolais à l'heure où le dollar, un dollar se négocie à 1900, peut-être jusqu'à 1950 ailleurs. Les préoccupations sont tellement innombrables que nous amener un débat sur Ibrahim. Voilà, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour, mais nous en parlons parce que ça fait action. Maître Adolphe Amissi, vous allez prendre la parole. Je rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. Comment expliquer qu'à la sortie, une fois relaxé, Ibrahim remercie le chef de l'État? Et d'ailleurs, un site internet a titré qu'il a été libéré sur autorisation, ordre personnel du président Tshisekedi. Comment expliquer l'intervention du président dans cette affaire qualifiée d'ordre privé par votre collègue, avocat Steve Kiwata? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant que j'aborde le micro, parce qu'il faut qu'on vous entende Avant que beaucoup j'aborde mieux. la question, je crois que je ne peux pas faire passer une affirmation venant d'un historien du présent que vous êtes, en affirmant que les membres de l'UDPS ont érigé des barrières à Lubumbashi pour rationner. J'ai dit les gens se présentant. Les gens se présentant comme membres de l'UDPS. Je suis témoin. Vous n'avez pas la parole. Je suis témoin. Juste s'il vous plaît. Présenter la chose comme telle, je crois que ça ne peut qu'être une déception de ma part. Parce que nous avons des services de renseignement, nous avons la sécurité dans notre pays qui a mis la main sur ces inciviques, et ces inciviques portaient les shorts en effigie du chef. Je crois que il tire toutes les conséquences. Chef de l'État ou chef de l'État? C'est ce que j'ai dit. Des gens se revendiquant, se réclamant. Donc je n'ai pas affirmé. Ils ne se sont pas réclamés comme membres de l'UDPS. Mais ils ont dit qu'ils agissent en tant qu'originaires du Katanga. Et comme c'est leur contraint, ils devraient quand même tirer aussi ce dividende, n'est-ce pas, des recettes de leur province. Merci pour la mise au point. On a trouvé quand même les shorts en effigie du chef. Cela ne signifie pas qu'ils sont membres de l'UDPS. Et d'ailleurs, l'UDPS avait réagi à ce sujet pour dire que ces inciviques n'étaient pas membres de l'UDPS. Là, il fallait quand même éclaircir merci, les téléspectateurs qui auront le temps de nous suivre. Oui. Je crois que moi aussi, je me vois très, très mal à l'aise, n'est-ce pas, d'apporter une question privée d'une famille, n'est-ce pas, qui d'ailleurs a fait, qui a refait surface sur le média, n'est-ce pas, comprenant la famille de Mouzé et ses enfants. Je crois qu'ici, nous devons nous comporter à des hommes responsables. Des hommes responsables veut dire quelque chose qui ne vous concerne pas. Parce que nous tous, même moi, ami que je suis, la famille de Tshisekedi, je ne sais pas la profondeur de cette famille. Vous comprenez? Être enfant ou cousin de Tshisekedi, moi personnellement, ça ne m'engage pas. J'ai adhéré dans l'UDPS, comme mon ami aussi a adhéré au PPRD. Dans le PPRD. Et donc, il y a des choses parfois que nous ignorons. Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, les originaires de cette famille respective. Et donc, à cela, nous devons nous mettre à l'écart de cette logique. Est-ce qu'on comprend pourquoi ce débat refait surface aujourd'hui? Il nous semble que Ibrahim aurait rencontré le président pour lui faire part de cette situation. On voit également des photos de lui posant aux côtés des cadres de l'UDPS. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un lien de cause à effet? Je crois que il y a presque la majorité des Congolais qui ont suivi la réaction de M. Ibrahim. Et ce n'est pas sa première arrestation. Il a toujours été arrêté concernant cette question. Il a fait les prisons, il a fait les boulots. Selon ses dires, c'est pour vous dire... Même si nous ne savons le certifier pour l'instant. Hein? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Du fait qu'il a relaté tant de choses qui se sont passées au sein, n'est-ce pas, de leur famille biologique, en tant qu'un homme respectueux des principes, je me vois dans l'obligation de me mettre à l'écart, n'est-ce pas, et à laisser cette famille gérer leurs problèmes. Mais là où je viens, quand vous dites qu'il a remercié le président de la République, bien sûr, il n'a pas remercié le président de la République, il utilise le personnage parce qu'il est le président de la République.
il a compris qu'après son enlèvement, il y a eu quand même les compatriotes qui l'ont suivi, n'est-ce pas, avec la police de la République démocratique du Congo, qu'il a amené jusqu'à l'Ipékin où il a été entendu. Et in fine, ils ont compris qu'ils n'avaient pas de mal et on pouvait les relâcher. Voilà la place où notre frère Ibrahim a eu, n'est-ce pas, l'importance de pouvoir remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport au respect et à la justice qu'il y a dans notre pays. Avant l'émission, quelqu'un me disait, est-ce qu'il ne s'agit pas des coups, d'ailleurs Steve Kivuata l'a rappelé, est-ce qu'on n'essaie pas de faire diversion, c'est-à-dire de détourner l'attention de l'opinion, de s'acharner sur Kabila, alors qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants qui intéressent la République et les Congolais? C'est pourquoi moi je refuse d'entrer en profondeur par rapport à cette question de M. Ibrahim. Tu sais, mon co-débatteur Kivuata a soulevé quelque chose de la relance économique. Votre micro, oui, c'est toujours important de l'avoir. Mon frère Kivuata qui a évoqué les problématiques de la relance économique. Ce que nous devons retenir, que pour l'instant, toutes les économies du monde, n'est-ce pas, sont à récession. Et il est important que nous puissions pallier, n'est-ce pas, tout en amenant, n'est-ce pas, les solutions palliatives par rapport aux problèmes qui nous dérangent, c'est-à-dire le problème du coronavirus qui est une réalité. Et à cela, chacun a, dans son domaine, surtout sur le plan économique, mais nous ne pouvons pas arriver là-bas quand nous avons des extrémistes. Par exemple, M. Kivuata, le gouvernement de la République avait, n'est-ce pas, donné la volonté, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs de 15 milliards. Or, avant d'atteindre ces budgets, il y avait des mesures contraignantes qui devaient accompagner la réalisation de ces budgets. Mais nous avons eu des spectacles venant de nos amis de la Mouka. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ils peuvent nous parler encore de ces relances économiques que les autres... La Mouka freinait vos objectifs. Est-ce qu'on ne tombe pas dans ce que... attendez ma question. Dans ce que Vidi et Chimanga disaient, il s'interrogeait sur son compte Twitter. Est-ce qu'on s'est trompé des combats ou d'objectifs? Non, non, ce n'est pas une question de se tromper les combats. Je pense que M. Kivuata, qui était quand même le fruit de M. Mouzito, qui est reconnu comme collaborateur, qui est un économiste connu de notre pays, et quand il expose sur ces tribunes, nous les suivons, parce que nous aussi étant des gens qui ont, n'est-ce pas, ces éléments sur le plan économique, nous avons compris que les amis n'étaient pas prêts à accompagner, n'est-ce pas, ce gouvernement à sa réussite, mais ils sont prêts, justement, pour mettre le bateau dans le roue. Est-ce qu'à son temps, l'UDPS avait déjà apporté sa contribution au régime Kabila, Mobutu, pour l'aider à réussir où vous étiez dans la contestation? Vous savez, l'échec fait partie aussi de l'expérience, l'échec. L'échec fait partie de l'expérience. Quand vous dites si l'IDPS avait contribué, le fait de critiquer, quand on critique, on sait que quelque part je n'ai pas bien fait, il faut que je réaménage. À son temps, l'IDPS ne critiquait pas, mais plutôt résister. Non, moi je pense... Nous sommes devant un journaliste. Vous posez des questions et nous donnons des réponses. Voilà. Ce n'est pas à vous d'affirmer que l'IDPS ne faisait que contester. Parce que je suis historien du présent, c'est-à-dire que j'ai vécu ces années. Mais je peux te donner un petit exemple. En atterrissant, oui. L'entrée des musées. Tshisekedi demande à Musée Laurent Désiré Kabila. Nous savons que vous avez été accompagné, n'est-ce pas, par nos voisins. Je crois que vous avez atteint les objectifs. C'était un combat de tout un peuple. Demandez à nos voisins qu'ils vous donnent leurs factures, qu'on les paye, qu'ils rentrent chez eux. Et nous allons rester entre nous, se regarder en face et puis définir la politique de notre pays. Ce n'est pas ça la contribution. Bien. Le président de leur président, vous avez pris 7 minutes, contrairement à vos co-débatteurs. J'évoquais, attendez s'il vous plaît, j'évoquais tout à l'heure un tweet très révélateur d'un possible malaise à la Cité de l'Union africaine, tweet fait par M. Vidi Chimanga, conseiller très spécial du président, qui évoque une guerre individuelle. Il ne comprend pas que le pays s'engouffre davantage dans la pauvreté, dans la destruction, alors qu'ils sont au pouvoir. Il s'est demandé à haute voix si
son régime s'était trompé, soit des combats ou d'objectifs. Plusieurs jours après, je n'ai toujours pas trouvé de réponse au questionnement de M. Vidi Chimanga, que nous saluons en passant. Et d'ailleurs, nous avons appris qu'il a des difficultés, il serait en suspension à la Cité de l'Union africaine. Nous attendons qu'on nous dise la vérité. Pius, vous prenez la parole pour ce dernier tour de table. Ensuite, nous reviendrons pour parler de l'affaire Kabound à Kabound. On dit qu'il s'appellerait Kaboundi ou Kaboundji, issu de l'Usa et non du Katanga, comme il nous l'a fait croire à un moment donné. Nous allons voir si effectivement on a affaire à un autre Kabila Ibrahim, mais ça, ce n'était qu'une parenthèse que je referme vite. Puis Romain Ibrahim a fait parler de lui, les journaux ont fait des gros titres sur ses revendications, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Pourquoi est-ce que, parce qu'il dit avoir mené ce combat pendant longtemps, Maître Amissi, rappelé ici ses propos détenus, envoyé même à Boulouo, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter de faire face à ce débat, une fois pour toutes, de réunifier la famille, réunir tous ceux qui se revendiquent membres? Pourquoi ne pas passer à ces fameux tests ADN? Ne peut revendiquer être le fils du père que celui qui n'est pas fils. Si je suis le fils de mon père, je vais le revendiquer. Pourquoi? Moi qui vous parle. Mais quand on est en face des frères qui ne vous reconnaissent pas, non, écoutez, cette filiation, cette appartenance. Est-ce que c'est la seule famille? Est-ce qu'il n'y a que les frères qui peuvent rejeter leurs frères? Du vivant de Mzee. J'ai une vidéo ici sur la question de notre consoeur Marie-France Cross. Du vivant de Mzee. On parlait. Il parlait de Kabila à l'époque, le chef de... C'est Kabila qui avait l'axe de Kisangani. Il parlait de mon fils. Et nous l'avons vu dans l'armée, nous l'avons vu au front avec son père. Il n'est pas usurpateur, lui. Il n'y a que Mzee qui pouvait dire de son vivant, ce n'est pas mon fils. Il a dit mon fils. Mais quand il dit mon fils, il n'a pas désigné nommément Kabila. Qui avait l'axe Kisangani? C'est connu que c'était Joseph Kabila qui n'avait que pratiquement, si c'est 29 ou 25 ans. Je ne reviens pas sur ça. Je prends à témoin les noms que je vais citer. Paix à son âme, le papa Ebonja, le père d'Adolphe Dominguez. Nous sommes sur la place royale. 2002, la question refait surface. Je lui pose la question. Papa, vous m'avez dit comment vous avez travaillé avec Mobutu, comment vous lui avez... il vous avait demandé d'aller prendre de l'argent à la banque centrale. Vous m'avez relaté un peu comment il s'est embrouillé avec Maman Cessé et qui était la base de ça. Dis-moi un peu. Vous êtes du Maniema. Dites-moi, qui est Joseph? Papa Ebonja rigole. Paix à son âme. Si sa famille me suit, elle peut retrouver cette photo. Il fait sortir de son sac une photo comme ça, grande, de fond bleu. Il me dit, regarde la photo. Je regarde, je n'ai reconnu personne. Il me dit, regarde bien. Je regarde. Ça, c'est l'histoire. Je parle authentique. Si la famille est bonne, est là, je cite, c'est le père. Je regarde, je dis, je ne reconnais personne. Il dit, là c'est moi, l'autre c'est Mzee, l'autre c'est Hérode. C'est la première fois que j'avais su que Mzee et Hérode avaient des cheveux longs. Beaucoup de cheveux. Et lui, Hérode transportait Jeannette Kabila, bébé. Et lui, papa Ebonja transportait Joseph Kabila. Mzee était là avec un verre. Il me dit, tourne la photo. Je tourne. C'était août 1972. Où? Au Caire. En Égypte. En Égypte. Il me dit, j'ai vu la naissance de ces enfants. Alors quand j'entends les autres disent... Ça, c'est des choses que d'aucuns ne connaissent pas. Non, moi je le dis, je prends la famille Ebonja à témoin. S'ils vont suivre ça, qu'ils aillent chercher dans les archives de leur père, ils vont trouver cette photo. Il m'a fait voir moi sur la place royale. Et je n'étais pas seul. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Kabila ne répondent pas à ce Ibrahim? Voilà justement. Les Kabila ont eu une éducation réelle de Mzee. C'est-à-dire? Vous allez répondre sur quelque chose qui est évident. Vous avez évoqué le cas de la grande sœur Jeanne. Mais j'ai la photo ici dans une réunion avec elle et Joseph Kabila. Il y a une photo.
Et cette histoire refait surface pourquoi? Mais Ibrahim n'a qu'à aller à Lubumbashi, sur l'avenue Kakontwe, à Kamalondo, qu'il a tenu le discours que je suis le fils de Mosé. J'ai vu le passeport, moi, hier, j'étais avec lui au commissariat. Les lieux de la naissance n'est pas indiqué. Il est né le 12 décembre 1982. Le nom qui est écrit, Ibrahim Kabila Touari. J'ai posé la question dans les réseaux sociaux. Chez les Loubakat, il y a le nom Touari. C'est ça son prénom, Touari. Or, quand vous voyez les autres... Post-nom. Post-nom. Quand vous voyez le nom d'Ajan, c'est ma fille. Elle tire ce nom-là de sa mère qui est rouge. Elle tire de sa mère qui est rouge. En fait, le problème des musées, effectivement, il y a un problème au sein de la famille. Vous comprenez que ça sorte désormais du cercle familial non, pour s'exposer, s'exporter sur le plateau de télévision. Non, ça ne sort pas du cercle familial. En fait, il y a des gens qui sont téléguidés de la même manière qu'on avait téléguidé Étienne. Téléguidés, c'est-à-dire? C'est-à-dire on les pousse à vilipender la famille Kabila. Qui les pousse? Eh bien oui, ils sont là. Mais quand eux-mêmes disent « Je remercie tel » qui hier était le bourreau de votre père, politiquement, est-ce que ça se justifie? Donc moi, je vois l'ennemi de mon père, je vais le remercier puisqu'il a posé un acte favorable par rapport. Il a remercié Félix Tshisekedi. Non, écoutez, Maître Steve qui voit... Vous atterrissez, pardon, on a Maître beaucoup Steve de temps. qui voit l'a dit clairement ici, il y a eu ambiguïté. Il dit la dernière fois, et puis il dit sa mère est de l'Équateur. Il s'appellerait fils de Bakene, le nom Bakene. C'est ça ce que j'ai vu sur la plainte. Moi j'ai vu la plainte. Elle est de fond un peu jaunâtre. Je le dis, j'ai vu la plainte au commissariat. En fait, le problème, c'est que Ibrahim n'a pas eu les éléments convaincants de convaincre l'opinion publique. Il dit il a vu son père, la dernière fois il a vu son père, il n'avait que 7 ans. Il faut atterrir maintenant. Et sa mère mourait 5 ans après, c'est-à-dire il avait 12 ans. Son père mourait 6 ans après, c'est-à-dire il avait 13 ans. En 2002, toute proportionnalité faite, 82 moins 2002, c'est 19 ans. Donc il faut dire déjà par cet indice que ce n'est pas l'enfant de cette famille. Merci bien plus. Il a usurpé tout simplement l'identité. Pourquoi je dis ça? À Lubumbashi, il y a un monsieur, un capitaine, qui s'appelle John Kabila. Tu sais c'est l'enfant de qui? J'en sais rien moi. C'est l'enfant de la femme de Mouzé, l'une des concubines de Mouzé, qui a pris le nom de Kabila. Juste le nom de Kabila est devenu un fonds de commerce. Merci. Puisque étant chef de l'État, il fallait se dire je suis Kabila pour avoir fait le commerce et on vous laisse. Les enfants de Mouzé sont venus. Moi j'ai été avec, j'ai travaillé. Ça va, ça suffit. Vous avez débordé. Vous avez débordé. Je termine par là. J'ai travaillé avec l'un de ses cousins. Moulou. Il habitait sur Ngouma ma campagne. J'ai vu certains frères, les enfants de Mouzé. Vous le regardez. Et avec les Jeannette, avec les Zoé, avec les Joseph, il y a ressemblance. Mais lorsque vous dites tel, hier quand il passait dans le média, j'ai appelé le petit-fils de Maman Kibao. J'ai appelé le petit-fils de Maman. Il dit, regardez votre oncle, il dit, celui-là c'est un menteur. Nous l'avons jamais vu. Merci. Et il dit, il a vécu à Ngiringir. À quelle période il a vécu à Ngiringir? C'est ça ce qu'il a dit. Il a vécu à Ngiringir avec Maman Kibao. À quelle période il a vécu à Ngiringir? Merci pour ce détail, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on va changer des chapitres, qui essaye de détourner l'attention de l'opinion, qui téléguide ces sulfureux Ibrahim Kabila, et pour quelle fin bénéficierait-il d'un soutien venant de quelque part? Mais enfin, pourquoi s'acharne-t-on sur Kabila Joseph, qui n'est plus au pouvoir, qui est parti, qui se repose tranquillement dans sa ferme de Kinyakati? Alors qu'il y a plus important, pourquoi toujours chercher à faire diversion? Nous, on est dans Non à la balkanisation, c'est une émission des nationalistes patriotes et nous éveillons ceux qui dorment et qui veulent effectivement nous en prier.
Messieurs, on va tourner. On a 25 minutes maintenant. Vous allez avoir 5 minutes chacun sur l'affaire Kabound. Et j'aurai 5 minutes pour parler aux nationalistes qui nous écoutent. Mais je souhaiterais, Ardan, vous allez parler, je souhaiterais que l'on commence avec Maître Amissi, parce qu'on va parler effectivement de Jean-Marc Kabound, qui a une véritable patate chaude entre ses mains. Jean-Marc Kabound, visé par une procédure de destitution, il a échappé belle à la plénière de vendredi. On espère que la question reviendra, sera inscrite à l'ordre du jour à la prochaine séance plénière. Une initiative d'un député MLC, Jean-Jacques Mamba, qui reproche au premier vice-président de l'Assemblée nationale de ne pas se situer entre l'homme d'État qu'il est devenu et le militant qu'il a été. Maître Amissi, vous avez la parole. Bon, si je considère la question de la manière dont vous la posez, oui. je suis désolé, parce que c'est une question de l'air qui concerne aussi une grande institution de notre pays qui est l'Assemblée nationale. Alors, dire que la question de Mamba s'oriente pour savoir le comportement de Kabound, si il était toujours militant ou un homme d'État. Aussi l'histoire des fonds, hein, le fonds de 7 millions évoqué dans son interview. Mais ici, je dois vous rappeler, oui. Kabound n'a pas commis un péché, n'est-ce pas? Selon les informations à notre possession, nous le savons bien qu'il y a quelque chose qui a été concocté contre le président de la République, entre Mabunda et Tambwe Mwamba. Il y avait un complot contre le chef de l'État. Oui. Alors, qui visait sa destitution. Dans ça, comme vous le savez, le Parlement est composé de 500, je crois 10 personnes. Tous ne sont pas des saints. Et tous ceux qui se peaufinent, il y a toujours la possibilité de voir les informations. C'est 609 personnes. C'est 609, oh, voilà. 609 sénateurs et 500 députés. Voilà, donc, mais pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, 500. Et parmi les gens qui étaient dans cette histoire, ils ont révélé ce qui s'est peaufiné. Et Kabound, article à l'appui, qui a démontré la non-nécessité, n'est-ce pas, de tenir ces congrès selon selon la composition, selon la volonté. Parce qu'il y voyait, lui, un complot ourdi contre le chef. Un complot. Il y avait déjà toutes les informations entre ses mains. Maintenant, quand Kabound expose les problématiques du montant, c'est là où je ne comprends pas. Kabound, c'est un député élu, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et Mamba, qui est tout à fait logique, c'est un député national qui, avec les prérogatives qui sont reconnues à un député, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Mais adresser une explication, adresser une question à Kabound du tweet personnel, je crois que il est sorti de la logique, parce que Kabound, c'est un membre du bureau. Oh. Et nous pensons que dans le bureau de l'Assemblée nationale, il y a la question qui gère les questions de finances. Mamba, en tant que député national, devrait avoir la vérité sur le Congrès. Nous avons eu la langue avec Kabound, n'est-ce pas? Pour lui demander, par rapport à votre sortie, quel a été le soubassement, n'est-ce pas, qui vous ont poussé, n'est-ce pas, à prononcer les 7 millions. Voilà la réponse de l'homme. Il dit, mais oui, parce que du fait que je suis le premier vice-président de l'Assemblée nationale, je ne m'occupe pas, n'est-ce pas, des questions financières. Des questions financières. Mais je ne connais rien de ce qui se passe. Alors, il était l'occasion pour moi de savoir quel est le budget alloué. Attendez, comment il sait pas ce qui se passe, lui, en tant que membre du bureau, Maître Amissi, expliquez-nous. Il est figurant, est-ce qu'il est dépassé par le niveau du débat? Enfin, je ne voudrais peut-être pas dire ça, mais dites-nous quand même comment il ne comprend pas ce qui se passe. C'est une question d'attribution et de compétences. Chacun a ses attributions. Lui, il est chargé des questions diplomatiques, parlementaires et consorts. Il n'est pas chargé de finances. Comment il a su qu'on dépense maintenant 7 millions? Comment il a su?
C'est pourquoi il pouvait aussi lancer un débat pour dire à la présidente. Parce que quand il y avait réunion de président, il a demandé sur la table. Maintenant, comme vous dites que ce n'est pas 7 millions, maintenant c'est combien, madame la... Moi, je peux vous donner les chiffres. Non, moi je ne parle pas de vous. Je parle de madame Mabounda qui est la présidente. Est-ce que c'est dans les Maintenant, médias? madame, moi j'ai parlé... Est-ce que le débat devrait se faire dans les médias ou dans la réunion des membres du bureau ou en D'ailleurs, le débat ne plénière? s'est pas fait comme vous le considérez dans le média. C'était lors d'une mission, n'est-ce pas, sur une chaîne de la place. Mais entre le président, ils ont discuté. Et au même moment, il a demandé à Mabounda, comme vous dites que ce n'est pas 7 millions, alors c'est combien? Dites-nous sur cette table. Quelle a été la réponse de Mabounda? Il n'y a pas eu la réponse. Je peux vous dire. Donc Kabound avait raison. Mais oui, parce qu'il fallait expliciter, les amis. Nous sommes tout autour d'une table. On veut savoir, nous voulons la réalité par rapport aux moyens qui seront affectés pour la tenue d'un congrès. Ce n'est pas un péché. Des deux, Kabound n'a fait que défendre son président. Ah. Alors là, Je ne comprends pas les péchés qu'a commis Kabound. C'est là qu'on tombe dans ce que disait Jean-Jacques. Alors, madame Mabounda, dites-nous la vérité. C'est combien? Est-ce qu'on ne tombe pas dans ce que Jean-Jacques Mamba disait? Kabound confond entre l'homme d'État qu'il est devenu et le militant qu'il a été dans un passé récent. Moi, je comprends que c'est une confusion. Quand Kabound demande à sa présidente, que madame la présidente, dites-nous c'est combien, et il n'y a pas la réponse, et là vous revenez à Kabound pour dire il se comporte comme un militant. Non, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale et il mérite aussi. Et des militants de l'UDPS ont agressé le député Jean-Jacques Mamba à son domicile. Est-ce qu'on tombe dans ce qu'on a reproché aux autres? Bon, ici il y a une question, il y a une intelligence que nous avons l'obligation de développer entre nous qui sommes partenaires. Vous comprenez? Oui. Jean-Jacques Mamba, c'est un député. Mais sa formation politique, c'est la Mouka. Vous comprenez? Il est du MLC. Du MLC. Nous sommes de l'UDPS qui est en alliance avec le PPRD et consorts. Donc, nous sommes en alliance entre les CAGE et les FCC. Et on sous-entend que quand il y a alliance, il y a quand même un entendement. Il y a une confiance. Attends. Vous aurez la parole. Vous aurez vos 5 minutes. C'est-à-dire, atterrissez, maître Amissi. Entre nous, en tant qu'une famille, il est important qu'on se voie, qu'on en discute s'il y a des questions qui fâchent. Le péché que Kabound a commis, c'est de dire 7 millions, qui d'ailleurs la présidente était incapable d'expliquer quel a été le montant retenu pour le congrès. Est-ce que c'est dans les médias? Est-ce que c'est dans les médias que ça s'est fait parce que vous dites que vous êtes en alliance? Oui. Ça s'est fait dans les médias ou dans les réunions de l'alliance? Non, Kabound a démontré l'importance. Et où le non-sens, n'est-ce pas, de cette affection de moyens. Merci bien. Parce qu'on était dans la période de Covid-19 qui nécessitait beaucoup de moyens. Alors il n'était pas important que le président de la République puisse affecter beaucoup de moyens pour quelque chose qui vous avez encore débordé. Vous avez encore débordé. Merci. Donc il était important, en tant qu'un aimable de la République, en tant que patriote, en tant qu'un enfant qui a été, n'est-ce pas, instruit à aimer le Congo et les Congolais, je crois que Kabound a posé un acte patriotique. Tous ceux qui iront à l'encontre par rapport à la volonté de Kabound, je crois qu'ils ne veulent pas que les pays puissent le connaître. Merci bien, maître ami. Si Jean-Marc Kabound, nous vous saluons. Où vous êtes sorti de cet épisode de parcelles d'acquisition au niveau de Kingawa, sous les réseaux sociaux. Gloire à Dieu, vous vous en êtes sorti, c'est une très bonne chose. L'état des droits, c'est ça. Nous attendons toujours que la justice nous dise où on en est. Ardent Kabambi, vous piaffiez d'impatience tout à l'heure. Les questions d'État, c'est très compliqué parfois, très complexe quand on doit en parler avec âme d'État. Ardent, est-ce que vous sous-traitez, quand je dis vous, c'est le PPRD, le FCC, est-ce que vous êtes derrière cette initiative de Jean-Jacques Mamba? Nous avons appris que la question a été élaguée de l'ordre du jour parce qu'il y a eu un coup de fil venu d'où, de qui et pourquoi? Merci bien pour cette question, cher Jean-Pierre. Je crois avoir bien entendu ici Amissi. Mais je crois qu'il devra savoir que Jean-Marc Kabound brille par son incompétence en tant qu'homme politique.
Vous êtes en alliance, il faudrait tenir compte des mots que vous utilisez. Je dis bien que je pèse mes mots ici. Kabound, voilà, je dis bien Kabound brille par son incompétence. Je l'ai dit plus d'une fois. Il ne suffit pas de le dire, mais de le démontrer. J'en viens. Monsieur Kabound, depuis un certain temps, il y a eu une crise au sein de nos formations politiques. Ces sorties simplement médiatiques ont prouvé réellement que Kabound était encore dans sa peau de militant que d'homme politique. On l'appelle gardien du temps. Je suis très désolé lorsqu'on arrive à briguer des fonctions d'État et à les assumer, on ôte sa casquette de militant. Ici, on représente la République. Il ne faudrait pas du coup ici venir dire, parce que j'ai entendu Amissi dire qu'il avait pleinement raison de boycotter ce qui s'est passé. Il a déjoué le complot. L'honorable Mamba a adressé une question simplement. C'est une question adressée à un élu. Il a si bien dit que c'est un élu. Et pas seulement élu, mais un membre du bureau. Pas seulement membre du bureau, mais premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une question qui est simplement posée, qui nécessitait aussi une réponse. Mais Kabound a brillé par son incompétence. Au lieu d'aller tout droit, Kabound s'est livré à des spectacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'ai appris que tout à l'heure, il devra tenir un point de presse d'ici 15 heures. Jean-Pierre, vous avez soulevé un point, que cette question a été élaguée. Cette question a été élaguée, bien sûr, parce qu'il y a un député qui est décédé. En principe, certains députés qui devaient quitter la salle pour aller assister leur collègue qui est mort, évidemment. Donc, je pense que si cette question rebondit sur la table, il en est de quoi? Il en est de droit à tous les députés qui ont signé cette pétition, parce qu'ils sont même à 62, j'ai appris, de débattre sur cette question. Il y a même des députés UDPS qui ont signé la pétition. Ardent, vous, le FCC, quelle sera votre position si jamais on devrait aller au vote? Allez-vous voter pour la destitution de Jean-Marc Kabound? Vous savez, lorsqu'on signe une pétition, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de lire. Ce ne sont pas ce sont des personnes intellectuelles qui ont signé cette pétition. Et s'il lui dit tout à l'heure que ce sont certains députés de l'UDPS qui commencent déjà à retirer... Oui, tu l'as dit ici. Ah, voilà. Il a dit ici qu'il y a même certains députés de l'UDPS qui retirent. Je l'ai entendu dire, Dieu merci, il ne l'a pas dit. Il a soufflé tout à l'heure. Je pense très clairement que Amissi doit ici comprendre qu'il s'agit d'une question de la survie d'une nation. On ne sous-traite pas Jean-Jacques Mamba? Non, mais pas du tout. Cet élu est encore un élu du MLC, c'est encore un opposant, mais qui s'est fait voir aujourd'hui être accompagné de ses collègues qui sont même du FCC et qui ont estimé que c'était une question capitale qui nécessitait une réponse d'un membre du bureau, Jean-Marc Kabound. Est-ce qu'on veut éjecter du bureau un homme qui décidément dérange? Je pense que si c'était la démarche... Bien avant, il allait se passer quelque chose dans ce sens, parce que avoir les sorties médiatiques ratées de Jean-Marc Kabound, qu'on appelle déjà maître nageur, qui a promis à certains de traverser, jusqu'à présent nous attendons encore quand est-ce qu'il va lancer le go, puisque nous avons déjà porté nos maillots et nous attendons qu'il donne le go et puis nous allons le faire. Mais je pense très clairement, ceux qui nous suivent doivent se rendre compte que Jean-Marc Kabound pris par son incompétence, et aujourd'hui ses propres collègues l'ont fait savoir à travers cette pétition qui ne va pas rester lettre morte, puisque Madame la Présidente a promis que lundi cette question va faire surface. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on retombe dans une autre crise politique? Il n'existe pas de crise politique. Et la réaction des motocyclistes? Non, il n'existe pas une crise politique. Vendredi ici, au Palais du Peuple. Jean-Pierre, il n'existe pas une crise politique. Ici, c'est un jeu démocratique. Il faut séparer les choses. La crise politique, c'est celle que nous avons connue il y a sous peu, où nous avons entendu Kabound râler, raconter tout ce qu'il pouvait raconter. Mais ici, il est question d'un jeu démocratique qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, il appartient à Jean-Marc Kabound de se ressaisir.
je pense très clairement, un homme d'État, un homme politique, il doit en principe répondre de ce qui lui a été posé comme question. Mais comme on est en coalition, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas lui apporter votre soutien? Est-ce que la coalition doit interdire à ce que le jeu démocratique se passe au sein de l'Assemblée? Non. Merci. Nous devons être cohérents et compétents. Ce que nous voulons effectivement, c'est un état de droit que nous recherchons tous, cher Jean-Pierre. Merci bien. Alors donc, Kabambi, on avait 5 minutes chacun. Malheureusement, vous en aurez 4 parce que non, mais ils ont parlé plus. A pris beaucoup de temps. Il faut comprendre. Ils sont quand même du pouvoir, ils n'ont pas tous les droits. C'est moi qui parle le moins d'ailleurs. Vous prenez beaucoup de temps. Maître Kivuata, on sait, membre de votre camp politique, vous avez suivi Maître Amissi, tout comme Ardant Kabambi. Quelle est votre lecture des faits? Non, d'abord, je pense qu'avant d'être de la Mouka, il est d'abord du MLC. Le président du MLC a voulu fixer l'opinion que chaque député a effectivement sa liberté d'entreprendre des initiatives comme député national, et que s'il n'y avait pas quitus du parti, donc il engagerait sa propre responsabilité. Il ne lui a pas interdit, mais il a voulu quand même fixer l'opinion que quand un député du MLC agit sans les quitus du groupe parlementaire qui viendrait du président du parti, donc c'est son activité personnelle, donc je pense que c'est clair. Et tout député, on ne peut pas refuser derrière un député un droit qui lui est reconnu de par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le fait d'estimer que un membre du bureau n'est pas digne d'assumer une telle fonction, ça c'est le droit le plus élémentaire d'un député national. Encore une fois de plus, en réalité, il s'agit d'une activité strictement parlementaire. Ce n'est pas un débat d'État non plus, c'est un débat entre députés. Normalement, on ne devait pas leur donner le luxe d'en débattre sur le plan médiatique et surtout d'en faire un débat d'État. Mais ça peut être à la base d'une crise politique. Ben oui, ça peut être à la base, mais au fait, ça dénote un peu de la nature du régime. Moi, ça me faisait rire, et j'ai failli rire aux éclats quand je suivais mon frère Amissi, quand il disait, non, bon, ce n'est pas de la compétence et des attributions du vice-président de savoir comment se gère le finance. Donc, il a lancé dans le média quand même 7 millions pour qu'on justifie après. Et c'est quand on lui dit que la coalition, plutôt, on veut les sanctionner, tout en sachant que la majorité appartenant au FCC, il dit, non, ils doivent savoir quand même qu'il y a une coalition. Donc, pour eux, l'UDPS peut jeter en pâture l'image de leurs alliés dans le public, mais leurs alliés sont obligés de le protéger au nom de la coalition. C'est presque la même attitude qu'ils ont envers Caméré. Ils brandissent le trophée de l'état de droit juste avec l'arrestation de Caméré. Mais quand on leur demande effectivement, ne fût-ce que de suspendre Caméré, non, on dit non, le chef de l'État ne va pas le suspendre, il attend que le procès puisse finir. Donc ils sont dans une hypocrisie. D'un côté, vous brandissez les trophées. Si Caméré a été arrêté, c'est grâce à nous. C'est ça l'état de droit. Je pensais avoir la parole. Je vous ai suivi religieusement. Je me limitais à rire. Non, quand on parlait des 15 millions, on ne parlait pas des Caméré. On parlait jamais. Vous répondez à mes questions. Vous n'avez plus qu'une minute maintenant. Non, mais il m'a interrompu à plusieurs reprises. Il n'a même plus droit au micro, effectivement. Et moi, je pense, effectivement, il y a des débats d'État que nous devons mener. Vous savez, tout à l'heure, il venait de dire que voilà, nous voulions mobiliser 15 milliards de dollars comme budget. La Mouka nous a interdit. Ils sont dans cette politique de bouc émissarisation. Ils vont être comme ça jusqu'au bout. Parce qu'ils oublient de dire à l'opinion qu'ils n'ont jamais préparé un budget de 15 milliards. Le budget qu'ils ont proposé au Parlement, c'était de 11 milliards, qu'ils ont réduit de moitié. Le 15 milliards, effectivement, c'est un lapsus révélateur, d'où, effectivement, les besoins de débat d'État. Parce que les 15 milliards, c'est Félix Tshisekedi qui en parle dans son programme « Vaincre la pauvreté », où il nous a promis 25% de taux de croissance et 25% de pression fiscale. Effectivement, en 2019, il devait nous amener 12 milliards de dollars comme budget, et en 2020, 15 milliards de dollars. Il n'a jamais lu ces programmes. Moi, j'en ai. S'il vous plaît, je dis 12 milliards en 2019 et 15 milliards
en 2020. Non, Les 80... Laissez-moi, je vais... Vous n'avez plus que 30 secondes. Non, mais il est en train de me couper la parole, il faut me sécuriser. Il faut me sécuriser. Vous aurez 30 secondes chacun pour la conclusion. Prochainement, vous pourriez m'appeler, je vais lui amener le programme de M. Félix Tshisekedi, qu'il n'a probablement pas lu. Les 86 milliards de M. Félix Tshisekedi, c'était le budget de la 10e année. Il doit bien lire ces programmes, hein. Il ne l'a jamais lu. Donc, vous voyez, ce sont là les débats d'État qui concernent effectivement l'ensemble de la population. Le débat de M. Kabound et des députés nationaux, ça entre dans les cadres de l'application du règlement intérieur. Il peut arriver qu'un membre du bureau commette une faute et il appartient aux députés nationaux d'engager une action disciplinaire et à la plénière de voter en dernier ressort. Donc c'est à eux d'aller supplier à Kinga Kati, comme deux fois leur chef fait un tour là-bas, et je pense que le FCC va lui pardonner. Non, ça va bien passer. Alors, oui, mais vous savez, parce que vous ferez un tour de Kinga Kati. Là, vous n'avez plus la parole, pardon, je l'accorde à tous Romain. Faudrait-il que Kabila et Tshisekedi se réunissent pour sauver Jean-Marc Kabound dans cette affaire de pétition? On peut sauver celui qui est compétent. Pas une incompétence de la sorte. Pourquoi on a accepté qu'il soit élu à ce poste? Mais c'est juste, on ne connaissait pas l'homme. Il a d'abord usurpé l'identité et il se présente au nom du parti politique. C'est puisqu'il a assumé des fonctions au sein de l'UDPS qu'on l'a mis là-bas. En réalité, dans sa tête, il n'y a rien, il n'y a même pas du cerveau. Je suis vraiment estomaqué d'entendre Adolphe. Il faut faire attention à ce que vous dites. Non. On ne tolère pas des propos comme ça sur le plateau. Je ne l'ai pas. Vous parlez à une autre personnalité Je ne l'ai pas insulté. La lettre du député Jean-Jacques Mamba a souligné l'incompétence du fait qu'il n'a pas répondu à sa question. Comme Maître Steve l'a dit, c'est une question interparlementaire. C'est-à-dire, il y a un député qui s'est mal comporté, vous n'êtes pas digne d'être à ses bureaux. Regardez d'abord son arrogance. Je vous avais dit l'autre fois ici, il doit ce poste-là au FCC. Mais il est le premier à tirer au boulet rouge au FCC. Et Maître Steve vient de le dire ici. C'est maintenant qu'il va supplier au FCC et puis il va animer une conférence de presse. Je vous avais dit l'autre fois ici. Il supplie ou il oppose résistance? Mais il oppose résistance, il sera défenestré. Les députés n'aiment pas, c'est une haute institution. Ça ne va pas engendrer. C'est les bureaux, imaginez-vous. Il n'y aura pas une crise, il y aura tout simplement les violents de l'UDPS qui vont s'en prendre aux députés. Il n'y aura pas une crise politique. Jean-Jacques Mamba a été attaqué. Il n'y aura que les violents et les incompétents et les aigris et les détracteurs de l'UDPS qui vont faire ça. Mamba a été agressé. Écoutez, c'est une question entre députés. Nous voulons nous régler les comptes. Vous n'êtes pas capable de siéger là-bas. Il nous faut quelqu'un qui est compétent à siéger là-bas. Regardez, il dit 7 millions. Je vais répondre à Adolphe. J'ai fui un ancien assistant parlementaire. Moi qui vous parle. Le Congrès n'a jamais dépassé 1,5 million, $1 million. Jamais. Et Janine Mabunda, quand vous dites que Jean-Marc Kabound a posé la question à Janine Mabunda de lui donner les chiffres du Congrès. Adolphe, excusez-moi, vous avez menti. Il n'en a jamais été question. Il est sorti unilatéralement après l'interview du président de la Chambre haute. Il est sorti pour faire son show médiatique. Et on lui a posé la question, par une initiative parlementaire. J'ai le son avec moi, je l'avais enregistré. Ntambo Mwambosi, je l'avais enregistré. Il a parlé que des balivernes, effectivement, il n'est pas digne d'assumer cette fonction. Il n'est pas digne d'être un chef un homme d'État. Écoutez, j'ai un son. J'atterris. J'ai un son ici. J'ai un son ici. Vous nous les donnerez, nous du verrons quoi faire avec. complot des membres de l'UDPS contre Janine Mabunda. Les sons là. Ils se disent comment on les a promis l'argent et doublé même. Je vais te donner les sons. Moi je ne parle pas au hasard. Non, c'est pas les sons. Si je peux mettre les micros pour que les téléspectateurs. Ou je vais vous le passer. Okay. Vous allez synchroniser. Alors, vous mettez. Il y a un complot. Il y a un complot pour créer la crise à l'Assemblée nationale, puisque chez vous à l'UDPS, vous avez besoin de dissoudre l'Assemblée nationale.
Non, vous avez... C'est ça ce qu'elle dit, c'est ça ce qu'elle dit l'audio. Et vous avez alimenté, Non, ne me comprenez pas. Vous laissez qu'il atterrisse. Non, je ne suis pas un élément nuisible. Je vous fais voir. Bien. Je vous fais voir. On a fini. Vous êtes minoritaire par votre comportement barbare de créer une crise au sein, Merci. au sein des institutions. La parole. En commençant par Merci. chuchoter Merci, les assistants parlementaires respectons les internautes. de faire les sont dit ici qui vont faire des marches violentes à l'Assemblée. Mais je vais vous donner les sons. Si vous voulez m'amener à la nerf, vous pouvez les faire. Je vais vous donner les sons. Là, on va arrêter l'émission. Je vais vous donner les sons. Messieurs, je vous accorde 30 secondes chacun. S'il vous plaît, 30 secondes, vous ne dépassez pas pour un mot de la fin. Vous vous adressez aux auditeurs, aux internautes ou vous résumez ce que vous avez voulu dire. On commence, il s'appelle Pius Romain Roland. On commence avec vous, maître Adolphe Amissi. Je suis en train de m'étonner sur le comportement qu'affiche Pius sur cette plateau. Ce comportement me déçoit. Pour dire qu'il ne peut pas venir sur le plateau de télévision justement pour indexer l'UDPS, incriminer les responsables de l'UDPS, même aller au-delà de ce qui a été déclaré par un Ibrahim, qu'il avait de soutien, qui venait de l'UDPS à l'entremise de celui que M. Ibrahim a remercié. Je suis très désolé. Mais ici, je tiens à rappeler à tous ceux qui vont me suivre que le Congo, c'est pour tout le monde. Nous avons donné les sacrifices qu'il fallait pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Mais ce que nous sommes en train de suivre comme théâtre, scénario, je crois que cela ne sera pas bénéfique pour le peuple congolais. Merci bien. Nous sommes dans une alliance. Un aveu. Certes. Nous sommes dans une alliance, certes. Et nous sommes en train de veiller. Vous avez épuisé votre temps. Arnaud Kabambi, vous avez la parole. La République ne se construit pas par des sentiments. Si nous voulons construire cette République, soyons compétents et conscients de ce que nous voulons réellement faire. Ce pays n'appartient pas à l'UDPS, ni à la Mouka, ni au PPRD. C'est un pays qui appartient à tout le monde. L'intérêt que nous avons, nous tous, c'est de construire cette nation et non la détruire. Merci bien. Maître Steve Kiwata. D'abord, Pius Romain Roland. Ma conclusion est là. Non, ce ne sera pas très, très professionnel pour nous de balancer un son pour lequel nous n'avons pas de certitude sur l'originalité. C'est pour dire ceci. Le son que vous avez enregistré? Je n'ai pas enregistré. Vous allez... C'est ma conclusion. Quand vous parlez, je suis vraiment très calme. Ouais. Je dis tout simplement ceci, que l'UDPS est dans la démarche de déstabiliser les institutions de la République pour justifier son incompétence, l'amateurisme et les promesses faites aux Congolais. La première victime, c'est Janine Mabunda. À travers l'initiative, à travers les provocations de son adjoint, qui n'a pas su répondre à son collègue député, la justification du congrès de 7 millions que de se lancer dans l'amateurisme. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Maître Kiwata, 30 secondes pour vous. Non, le peuple a fourni les sacrifices suprêmes en 2018 pour faire le choix du changement et il l'a fait. Mais il y a certains parmi nous qui étaient de la Mouka, qui ont été achetés par le camp de la Kabylie pour renforcer effectivement la fabrication des résultats électoraux de la présidentielle aux législatives. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. Sur le plan sécuritaire, ça crépite à l'Est, nos compatriotes meurent, mais à Kinshasa, on parle des affaires judiciaires, Mukuna, Kabila, Kabound, etc., de la distraction. On n'arrive pas à résoudre les vrais problèmes du peuple. Le dollar est en train de grimper par rapport au franc congolais. Nous souffrons, nous n'arrivons pas à manger comme il faut, pendant que eux, ils font de scandales de corruption avec l'argent qui devait servir à construire ce pays. Je pense que le peuple congolais doit être vigilant et au moment opportun, nous, la Mouka, effectivement, dès les retours du président élu, nous allons effectivement faire notre part dans le combat patriotique pour rétablir le peuple dans son rôle du souverain primaire. Merci bien. Ce 17 mai, ça fera 23 ans depuis que l'ancien Zaïre a été libéré du joug moboutiste.
23 ans depuis que le Congo a commencé, même si certains pensent que le Congo a commencé avec Joseph Kabila. Nous avons Laurent-Désiré Kabila qui nous demandait effectivement de ne pas trahir le Congo. 23 ans après, nous avons eu 3 fois des élections libres, démocratiques et transparentes. Au 3e cycle, une majorité parlementaire avec le Front commun pour le Congo, la présidence avec l'UDPS qui travaille désormais en coalition. Une coalition teintée de traîtrise. Monsieur, nous vous demandons, au-delà de vos personnes, de travailler uniquement pour le bien du peuple congolais parce que 2023, si loin, si proche. L'émission de ce soir est terminée. C'était un plaisir pour moi, messieurs, tous les 4, de vous recevoir. Nous sommes gardiens du temple. Nous resterons au front jusqu'à ce que le tout dernier ennemi du Congo aura des armées. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. On se salue par des coudes. Hein?